C'est le week-end, le soleil est au zénith et la femme est toujours à l'honneur. À toutes et à tous, bonjour, les titres de ce 13h au Bénin. Fin du Forum national sur les investissements au profit des femmes, ces assises qui ont mobilisé une panoplie d'autorités et de partenaires ont connu leur épilogue ce vendredi 8 mars 2024. Les précisions à suivre. Le président du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau Akhenatonde, s'est prononcé sur les nouveaux amendements du code électoral. Au micro de Canal 3 Bénin, le parlementaire a apporté une clarification et a mis l'accent sur la nécessité d'asseoir le maillage territorial des formations. Et puis, congrès constitutif de l'Association nationale des chefs quartiers et chefs villages du Bénin. Ces assises vont permettre à ces derniers d'améliorer leurs conditions et d'apporter leur contribution au développement du pays, surtout en matière de gouvernance locale. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Le code électoral, bien loin d'être exclusif dans ces amendements nouveaux, sécurise plutôt chacun des partis politiques disposant d'élus dans l'optique des prochaines élections. Plus de place aux débauches des partis, des parrains maires ou députés d'un parti à un autre. Et les améliorations apportées dans cette relecture tiennent compte de bien des remarques faites par l'opposition parlementaire. Natonde Ake clarifie ces points en mettant l'accent sur la nécessité d'asseoir le maillage territorial des formations. Le président du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau, s'est prononcé sur cette actualité. Je vous propose de le suivre. Il n'a pas été mis fin au multipartisme intégral retenu par la conférence nationale. Mais il y a des conditions désormais pour être vraiment continuer à exister comme parti politique. Il y a des conditions pour pouvoir envoyer des élus dans nos organes de gouvernance locale et des élus à l'Assemblée nationale également. Avant, c'était 10% au plan national. Mais vous savez bien que pour obtenir 10% au plan national, on peut rester dans le seul département de l'Atlantique, puisque l'Atlantique à elle seule, le département de l'Atlantique à lui seul, compte plus de 10% des voix, pratiquement 15. Et donc, un parti qui est prépondérant dans ce département, c'est un exemple que je donne, comme tant d'autres, peut, bien entendu, obtenir les 10%. Mais nous ne voulons plus ce genre de partis dans notre pays, des partis qui n'ont d'influence qu'au niveau régional ou qu'au niveau local. Un parti politique doit avoir une envergure nationale pour pouvoir espérer gérer. Il y a aussi des assouplissements, puisqu'on est allé à une diminution de la caution qu'il faut payer pour être candidat aux élections présidentielles. Cette caution passe désormais de 50 millions à 25 millions. Avant même le vote du test, il n'y avait que 3 partis qui peuvent présenter des candidats aux élections présidentielles. Ou bien, les candidats, même s'ils ne sont pas issus de ces 3 partis, sont obligés de se faire désigner par ces 3 partis ou d'être parrainés par les élus de ces 3 partis. Après le vote, les 3 partis restent encore capables de dégager des candidats. Donc, je ne sais pas là où se situe l'exclusion dont on parle. La loi telle que vous voyez, il y a beaucoup de contributions des démocrates qui se trouvent à l'intérieur. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a divisé la caution pour aller au présidentiel par 2. C'est sur proposition des démocrates. Et à travers leur proposition de loi que nous avons pioché ça. Et d'autres corrections qu'il y a eu au niveau du dispositif électoral viennent du test proposé par les démocrates. Suivez juste après ce 13h au Bénin l'intégralité de l'interview accordée à l'honorable Akhenatonde. Nous parlons toujours des amendements au code électoral et au titre des avancées, on note le renforcement du système partisan à travers la consolidation du rôle des partis dans l'animation de la vie politique. Les améliorations apportées par les députés permettent également un enracinement au plan national plus important des différentes formations politiques. C'est la vie qui se dégage de la lecture de plusieurs observateurs de la vie politique interrogés au lendemain de cette relecture. Écoutons ici un bout de leurs propos. Le premier acquis, c'est qu'à la faveur de ce code, dorénavant, ce sont les partis politiques qui sont les vrais acteurs de la gouvernance du pays et de son développement. Alors, pour porter cette vocation, le parti doit avoir une envergure nationale.
Et puis, qu'est-ce que ça implique en commentaire? C'est que les implications, c'est que si le parti n'a pas d'ancrage dans toutes les régions, ce n'est pas évident que ce parti puisse être éligible au siège, en fait, critère d'attribution de siège. Et l'avantage, c'est que ça permet aussi aux acteurs d'avoir une dimension nationale. Dorénavant, à la faveur de ce code, vous convenez avec moi que pour diriger le pays, le Bénin, il faut avoir un leadership, et il faut avoir des partenaires, des appuis politiques sur l'ensemble du territoire national. Et ça, c'est une avancée parce que ça permet non seulement de consolider l'unité nationale, mais aussi de savoir aider à œuvrer au développement équilibré du territoire. Vous savez qu'à l'occasion du vote de la révision du texte constitutionnel, les démocrates, les députés du Parti démocrate ont craint qu'il y ait des débauchages, comme ça a été le cas plusieurs fois dans l'histoire parlementaire au Bénin. Mais avec le vote de ce code, il n'est plus possible qu'on procède à des débauchages. Donc ça fidélise en fait les parlementaires et ça honore en fait l'électorat. Nous avions noté que c'est les mêmes personnes qui étaient toujours membres des régimes défunts et aussi des nouveaux régimes par le système de retournement de veste qui se traduisait simplement par la transhumance. Et aujourd'hui, ce code qui est voté règle définitivement ce problème. En ce sens que vous êtes député, vous êtes maire. En réalité, vous êtes en mission pour votre parti politique. Donc, député ou maire, vous êtes en mission pour votre parti. Alors, comment ça se fait qu'on agite dans l'opinion publique que parce que le parrainage est un engagement unilatéral, un engagement personnel, que ça devrait être complètement hors de la vision du parti politique? Ce n'est pas possible. Donc, il est normal que lorsque ce parti, dans la quête de l'exercice du pouvoir central, a un candidat, il est important que les élus de ce parti ne parrainent que le candidat à la magistrature suprême de leur parti politique. Je crois aussi que par la question du parrainage, les candidatures fantaisistes sont réglées définitivement parce qu'ils vous souviennent qu'il y a beaucoup de gens qui, à l'approche des élections présidentielles, s'arrangent pour déposer leur dossier et font le tour du monde entier pour racketter des sous, et reviennent dans notre pays et peut-être font campagne simplement dans leur vent. On remarque clairement qu'il y a plein de candidats qui sont des candidats aux élections présidentielles dans notre pays, mais qui ne font même pas campagne dans un arrondissement. Partage des sièges, par exemple, aux législatives, chaque parti doit avoir au moins un seuil de 20%. 20%, je trouve que ce n'est pas trop demandé parce que si vous êtes un vrai parti politique et que vous estimez que vous avez une capacité de mobilisation, normalement 20%, ça ne devrait pas faire peur aux gens en fait. Et donc après, au niveau national, on a exigé aussi qu'on ait au moins 10% des votes pour après être considéré comme un parti d'envergure nationale. 10%, je pense que ce n'est pas trop exagéré non plus parce que, comme je le dis, si vous êtes sûr de votre capacité, si vous êtes sûr d'être un acteur politique enraciné véritablement sur toute l'étendue du territoire, vous devez quand même vous dire que vous avez une certaine potentialité dans le pays pour exister dans le jeu politique. C'est pour éviter qu'il y ait des partis fantômes, des gens pour éviter du populisme en fait, de la démagogie. C'est-à-dire, on vous demande une implication politique réelle, et vous allez démontrer ce que vous savez faire, votre capacité, et ça, c'est la population qui va en témoigner. Maintenant, pour les implications pour les élections de 2026, je crois que au début, le débat c'était de savoir est-ce que ce sont les députés actuels ou les maires actuels qui vont parrainer ou bien ceux qui vont être élus en 2026. Maintenant, le problème est réglé, ce sont les maires actuels. Ça veut dire en conséquence qu'en 2026, les partis qui vont présenter un candidat, c'est le parti Les Démocrates, l'UPR Renouveau et le Bloc républicain. Démarré depuis 7 mars 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, le Forum national sur les investissements
au profit des femmes a pris fin ce vendredi 8 mars. Initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'Institut national de la femme. Ces assises qui ont mobilisé une panoplie d'autorités et de partenaires ont permis de prendre de nouvelles recommandations afin d'accélérer les investissements en faveur des femmes béninoises. Ingrid Day, Henri Ganti. Citoyens, cadres ou encore partenaires, ces participants sont désormais mieux informés sur les différentes actions majeures menées par le gouvernement dans tous les secteurs en faveur des femmes. Ceci grâce à ce panel ministériel qui met un thème à ce forum national sur les investissements au profit des femmes et du genre. De ces assises sont issues plusieurs recommandations présentées aux participants. Pour accélérer le rythme des investissements et honorer les rendez-vous de reddition de comptes en 2026 et en 2030, vous avez enfin proposé quelques pistes en formulant des recommandations dont je me permets de retenir la quintessence ainsi qu'il suit. Accélérer la phase pilote de la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre afin de la généraliser à l'ensemble des ministères et institutions de l'État pour davantage prendre en compte, dans une logique pyramidale, les besoins des hommes et des femmes dans le processus de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi-évaluation des programmes de l'État. Pensé et organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'Institut national de la femme, ce grand rendez-vous a pour objectif de corriger les imperfections qui résistent aux réformes entreprises par le gouvernement pour l'épanouissement des femmes. Ont également alimenté et enrichi les débats plusieurs partenaires techniques et financiers qui réitèrent une fois encore leur engagement à faire respecter davantage les droits des femmes au Bénin. À l'issue donc du présent forum de 2 jours, nous, partenaires techniques et financiers, membres du groupe thématique genre et protection sociale, par ma voix, promettons ici de renforcer notre appui conjoint au plaidoyer en faveur de cette cause noble qu'est l'investissement dans les femmes, pour que la prise en compte des recommandations de ce forum puisse être aussi une réalité. Pour une mise en œuvre effective des recommandations, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance promet de prendre des mesures pour concrétiser l'accélération des investissements souhaités. Nous parlons toujours des femmes et à Materi dans le département de l'Atakora qui fait partie des communes frontalières du Burkina Faso qui accueillent chaque jour et ce depuis 2 ans des réfugiés burkinabés qui fuient les attaques djihadistes au pays des hommes intègres. Les déplacés reçoivent un bon accueil du côté béninois, même si la vie n'est toujours pas facile sur la terre d'accueil. En dépit des aides de quelques ONG, ces déplacés doivent batailler dur pour leur survie. Et dans ce combat quotidien pour la survie de leur famille, les femmes sont les plus actives. Elles doivent se battre chaque jour pour assurer les petits besoins de la famille. C'est le cas de Dame Sagatouja, une réfugiée burkinabé que Alassane Arounan a rencontrée à Materi. Sagatouja, mariée et mère de 2 enfants, fait partie des centaines de réfugiés burkinabés qui ont fui les atrocités des groupes djihadistes au Burkina Faso pour se retrouver à Materi en terre béninoise. Loin de son Mandjouari natal au pays des hommes intègres, cette dame doit se battre au quotidien pour assurer la survie de toute la famille, suivant un chronogramme bien étayé. Si je me réveille 5 heures du matin, je balaye la cour avant d'aller chercher du lot à la pluie. Quand moi je suis en éveil, mes enfants et mes maris sont en lit. Avant de finir ça, de faire le feu pour faire les repas. Je lave mes habits pour me laver moi-même avec mes enfants. Pour le soir aussi, ce que j'ai fait pour aller puiser l'eau et venir mettre le feu, faire les repas. Avec mes enfants, on va manger. Et ce n'est pas tout. Pendant la saison hivernale,
Outre ses tâches ménagères, elle doit également se rendre au champ comme toutes les femmes de la localité pour prêter main forte à son époux. Juste après, elle doit collecter le bois de chauffe dont une partie sera commercialisée et l'autre utilisée à la cuisine. Le bois que je sers là, je prends une partie pour faire les repas et je prends une partie pour aller vendre au marché pour voir l'argent. Aujourd'hui, si cette famille de 5 membres tient encore le coup sur cette terre d'accueil, c'est en partie grâce à cette brave dame, reconnaît son époux qui salue la bravoure et la ténacité de sa tendre épouse. Je suis burkinabé d'origine et j'ai quitté Mandjouari avec ma femme et mes enfants pour venir se réfugier à Materi. Depuis 2 ans que nous sommes là, ma femme m'aide beaucoup. C'est elle qui nous fait manger, elle s'occupe des enfants. Elle m'aide également dans les travaux au champ et elle cherche du bois qu'elle vient vendre pour nous permettre de subvenir à nos petits besoins. Je ne sais comment la remercier. La situation de Dame Saga est l'expression même de la participation active des femmes rurales à l'économie familiale dans un contexte de précarité très avancé qui sévit dans la plupart de nos milieux ruraux. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, une campagne de don de sang a été organisée ce vendredi 8 mars par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle en partenariat avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. L'initiative a pour visée de sauver des vies, notamment voler au secours des enfants dont la vie ne tient qu'à une poche de sang. Cette campagne de don de sang cible les agents de plusieurs ministères, y compris ceux en service dans les directions départementales. Le point avec Hugues Vingbe et Rachidi Soubero. Remplissage d'un formulaire. C'est la première étape pour donner son sang. S'en suivra le contrôle de la tension artérielle et enfin le prélèvement sanguin. Ainsi se décline le processus à suivre pour participer à cette campagne de don de sang organisée par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de concert avec l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Cette initiative intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Dans le cadre de la 29e Journée internationale des femmes, nous, femmes du ministère des Enseignements secondaires, avons décidé de commencer la journée par un don de sang. Ce don de sang a mobilisé toutes les femmes du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, au niveau des directions centrales, au niveau de tous les départements. Le ministère a décidé d'organiser cette campagne de don de sang pour sauver des vies. Parce que dans les hôpitaux, il y a surtout les enfants, dans les pédiatries, qui manquent de sang. Ce sang qui sera prélevé ici va servir à sauver ces vies-là. Sur les lieux, quelques agents de la Croix-Rouge, ils sont là pour accompagner cette campagne de don de sang afin de s'assurer que tout se passe dans de bonnes conditions. La Croix-Rouge, depuis sa création, a toujours accompagné le service de sang, c'est-à-dire l'Agence nationale de transfusion sanguine. Le président de la Croix béninoise, le secrétaire général de la Croix-Rouge ne ménageait aucun effort pour qu'il y ait toujours disponibilité des poches à travers la sensibilisation, la mobilisation et en partenariat avec l'Agence nationale de transfusion sanguine. Même si dans cette salle, l'affluence n'est pas grande, les agents publics se manifestent progressivement, chacun selon sa disponibilité. Je dirais sentiment de joie et d'avoir servi à quelque chose. Parce que donner son sang, c'est genre de sauver une vie et participer aussi au développement. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Donc, c'est ma manière de célébrer la journée de la femme. C'est un sentiment de satisfaction. Comme vous l'avez annoncé, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et donc, au niveau de notre ministère, nous avons décidé de commémorer cela à travers l'organisation d'une campagne de don de sang. Et comme vous l'avez vu, la campagne n'est pas ouverte exclusivement aux agents du ministère, c'est ouvert à tout le monde. C'est notre façon à nous de participer à la disposition du sang au niveau des banques de sang. D'après son représentant que nous avons rencontré sur les lieux,
La Croix-Rouge s'est fixée comme objectif au titre de l'année 2024 de collecter au moins 100 poches de sang. Quant à celles obtenues dans le cadre de cette campagne, elles sont destinées au service de pédiatrie. Nous parlons toujours de cette journée du 8 mars qui est une occasion de faire le bilan du combat mené depuis plusieurs décennies en vue de l'amélioration des conditions de la femme. La journée sert également de cadre à la capitalisation des acquis. Alors, quel point peut-on faire de l'évolution de la femme dans la société ces dernières années, notamment au Bénin? Notre équipe du bureau régional Canal 3 Boycon a tendu son micro à quelques citoyens. Suivez ici leurs réactions. Ils sont au micro de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. J'ai constaté que ces dernières années, il y a plus d'intégration de la femme dans la société, dans les institutions internationales, dans les institutions nationales aussi. Et ça nous réjouit parce qu'avant, nos mamans étaient des ménagères, mais aujourd'hui, on constate que la plupart des filles vont à l'école et ont de très bons diplômes, ce qui permettra le développement du pays. Parce qu'une femme qui est éduquée, ça veut dire que toute la famille est éduquée, les enfants sont éduqués, même son mari. Grâce au travail d'éveil de conscience que font beaucoup d'organisations au cours de ces dernières décennies, les femmes s'affichent, ne sont plus exclusivement réservées aux travaux ménagers. Avant, c'était que la femme, sa place était dans la cuisine. De plus en plus, nous remarquons que ce n'est plus le cas. Donc, de façon générale, je peux dire que la femme évolue d'une manière ou d'une autre. Mais il faudrait que ce que Dieu a dit dans la Bible, femme, sois soumise à ton mari, homme, aime ton épouse. Il ne faudrait pas que cette évolution fasse entrave aux recommandations divines. Aujourd'hui, on peut dire qu'au Bénin, la gente féminine a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins des femmes à de grandes instances de décision de notre pays. On ne peut rien faire sans la femme. Je vais juste dire aux femmes courage, persévérance et de rester toujours sous la coupole de leur mari. Bien sûr que la femme de plus en plus a évolué parce qu'on constate que les femmes aujourd'hui n'ont plus peur d'accéder à des postes de grande responsabilité. Et d'ailleurs, elles assument pleinement ses rôles. Donc moi, je pense que la femme de plus en plus prend conscience de ses responsabilités dans la société et fait tout quand même pour assurer pleinement ses rôles. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Et si on veut vraiment sortir de ce rôle de faiblesse ou de faible, nous devons être plus courageuses et affronter tout ce qui s'offre à nous. Et pourquoi ne pas saisir les opportunités? Les femmes s'épanouissent, même dans les communes. Dans les arrondissements, dans les villages. Avant, c'était l'homme. Aujourd'hui, la femme voulait emboîter les pas des hommes. Donc, on doit les accompagner. Tant que le gouvernement est en train de faire, nous-mêmes, en tant que citoyens et individuels, nous devons accompagner la femme. On n'a peut-être ou certainement pas atteint totalement les objectifs, mais quand même, il y a de l'amélioration dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, si vous prenez sur le plan économique, nous voyons de plus en plus de femmes qui se retrouvent vraiment chefs d'entreprise. Nous voyons des femmes qui osent aller dans des domaines d'activité qui hier n'étaient pas forcément des domaines pour les femmes. Aujourd'hui, on retrouve également les femmes dans les instants de prise de décision. C'est vrai, c'est le plus gros souci des femmes. On n'a pas encore ce qu'on veut. Au Bénin, on se réjouit quand même d'avoir remarqué une certaine avancée. Aujourd'hui, grâce à la décision ou le nouveau code électoral, nous avions eu pour une première fois depuis les indépendances, d'accord, nous avons aujourd'hui au moins 28 femmes à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment une grosse avancée pour nous. La ville de Lokossa n'est pas restée en marge de la célébration de cette édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. Et ceci grâce à Anne-Marie Toinouide, une femme leader qui a pu réunir autour d'elle ses sœurs de la ville pour cette journée. Au menu des manifestations, plusieurs activités dont nous rendent compte ici Narcisse Alossé et Florent Doro. Elle a décidé de marquer d'une pierre blanche ici à Lokossa cette édition 2024 de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Anne-Marie Toinouide, épouse Zomaï, connue ici pour son engagement pour l'épanouissement de la femme, a su mobiliser autour d'elle ses sœurs de Lokossa pour ces moments festifs. Parce que si nous allons parler de l'état de la femme, on ne le dira jamais assez. Les femmes sont encore en arrière. Les femmes ont beaucoup de problèmes.
Des problèmes qui, selon Dame Tony Wide Zomayi, peuvent trouver un début de solution avec le thème retenu cette année pour la célébration de la femme, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. On demande d'investir. Qui sont ces acteurs-là qui sont impliqués dans cet investissement? Nous avons la communauté à la base. Sinon, à commencer par son foyer d'abord, il faut que son homme investisse en elle, l'aider de toutes les manières. Si les hommes sont conscients du développement des femmes, ça veut dire qu'on a gagné. Parce que, comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. L'investissement à partir du foyer conjugal d'abord, la communauté ensuite, et l'État central enfin a conseillé cette femme politique, suppléante d'une autre élue députée de la 18e circonscription électorale, actuelle législature. Cette dernière est d'ailleurs venue la soutenir. Vous savez que la femme autonome dans un ménage fait en sorte que tout le monde se porte bien. Et c'est en cela que je voudrais saluer l'initiative de ma suppléante, l'honorable Anne-Marie Tony Wide, qui a pris sur elle d'organiser ces journées. C'est vraiment noble, c'est important. Nous avons besoin de nous célébrer en tant que femmes. Célébrer la femme, et à côté du festin, il y a eu des moments de réflexion avec une série de communications sur la santé sexuelle et reproductive et sur l'autonomisation des femmes. Ceci a été précédé d'une marche de cœur organisée la veille à travers la ville de Lokossa. Tout a été clôturé par des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Je l'annonçais en début d'édition, congrès constitutif de l'Association nationale des chefs quartiers et chefs villages du Bénin. Les assises sont l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion entre les membres en vue d'améliorer leurs conditions et de leur permettre d'apporter leur contribution au développement du pays, surtout en matière de gouvernance locale. Organisé par un comité préparatoire mis en place à cet effet, le rendez-vous est allé sur 2 jours. Plus de précision avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudona. L'idée nourrie depuis plus d'1 an est enfin devenue réalité. Les chefs quartiers et chefs villages du Bénin sont tous désormais membres d'un même creuset. Ce rassemblement à Dassa consacre la naissance officielle de l'Association nationale des chefs quartiers et chefs villages du Bénin, ANCQCVB. Les premiers à être au contact des populations pour aider à régler des problèmes de tous ordres, les chefs quartiers et les chefs villages, en dépit de la volonté des pouvoirs publics, ne sont pas des mieux lotis. Certes, il faut reconnaître et saluer l'effort des dirigeants actuels dont les réformes servent à atténuer quelque peu les difficultés des chefs quartiers et chefs villages. Mais, comme on le dit, rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Face à ce tableau, le besoin de se mettre ensemble pour renforcer les liens, cultiver l'entraide, partager les connaissances et soumettre ensemble aux décideurs des doléances s'est avéré indispensable. Monsieur le préfet, salue à juste titre votre initiative. Que votre association ne soit pas assimilée à un syndicat et que toute action que vous allez mener rime avec votre fêtière, c'est-à-dire la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Organisée par un comité préparatoire mis en place à cet effet, les assises vont durer 2 jours. Elles connaissent la participation de plusieurs délégations venues de tous les départements du pays. La rencontre sera l'occasion de débattre de nombreuses questions, mais aussi examiner le contenu des tests devant régir le fonctionnement de l'association. Il faut dire ici que notre association n'est certainement pas un regroupement de syndicalistes. C'est une association qui est au service d'abord de sa hiérarchie, c'est-à-dire les communes. C'est une association qui souhaiterait apporter un plus à l'exécution efficiente des tâches à la base. Nous ne saurions déroger, je pèse bien mes mots, nous ne saurons déroger, n'est-ce pas, aux consignes de la hiérarchie. C'est une initiative salutaire qu'il faut vraiment accompagner. Donc, je suis vraiment dans ma peau de les soutenir. C'est pourquoi je me suis engagé à être leur parrain. Quand on est unis, on est fort. Donc, je les exhorte
à l'unité. Preuve de l'engagement et de la détermination des uns et des autres de jouer convenablement le rôle qui leur incombe dans la gouvernance au niveau local. Ce congrès constitutif marque, selon eux, un tournant décisif dans la poursuite des objectifs visés. La mosquée Atakwa Djougou a servi de cadre pour la clôture du concours de récitation du Coran organisé pour mesurer la capacité de mémorisation des participants. Cette compétition qui s'est achevée avec la distribution de cadeaux aux concurrents vise également à enseigner aux jeunes des valeurs d'éthique et de morale dans une société en décadence. Alassane Harouna, Abdou Sabi Idrissou. La compétition de récitation du noble Coran qui a cristallisé les attentions à la mosquée centrale de Djougou révèle tous ses secrets au cours de cette cérémonie de clôture. Les candidats ayant démontré leur capacité et maîtrise de récitation du livre saint de l'islam reçoivent des prix soigneusement préparés à l'occasion de cette 31e édition de ce challenge. Un challenge organisé à la veille du mois de Ramadan et qui a enregistré 3 catégories de participants. La première partie, la partie de Kaf, c'est 30 hizb et Tauba, 40 hizb et le Coran complet. Les femmes, on fait Yasin, c'est-à-dire 16 hizb et 20 hizb et 40 hizb. Selon les organisateurs, l'apprentissage de la science en islam est une obligation pour chaque musulman. L'islam a un code qui est le Coran. Après la théorie, c'est la pratique. Quand on connaît le code, on passe bien. Donc, nous voulons que tout musulman doit fournir d'efforts maximum pour comprendre le Coran, afin de méditer les sens des versets et de pratiquer ce que le Coran veut. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Connaître les ordres et suivre les ordres, connaître les interdictions et pour les éviter. C'est notre objectif. À l'endroit des compétiteurs, le président du Centre suprême de récitation du Saint-Coran vous rassure de l'impartialité des différents jurys et vous encourage à persévérer dans la préservation du Saint-Coran. À l'endroit des différents membres du jury, le président vous dit merci. Dans la catégorie récitation de l'intégralité du Saint-Coran, Kadhafi Mohamedou Sani, qui sort vainqueur, reçoit un trophée, une enveloppe financière et une moto Haoudjou Dam Gros Corps. Oumarou Youssouf Aboubakr vient en 2e position et repart avec une moto Haoudjou Petit Corps et autres biens. Dans la catégorie 40 Hizb, Rufeidatou Abdoulaye Wahab a fait parler son génie et repart avec divers prix, dont le trophée et une enveloppe financière. Bachiratou Saliha, 2e sur cette liste, gagne à son tour des prix non moins importants. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après ce journal l'intégralité de l'interview accordée à l'honorable Akenatonde sur les amendements du code électoral. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.